Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous faire découvrir Linux, et notamment Linux Ubuntu. Alors c'est une vidéo d'initiation, hein, ne vous inquiétez pas, ça sera quelque chose de simple. Alors évidemment pour les personnes qui sont intéressées par une alternative à Windows, et puis vous pouvez très bien garder Windows, moi-même j'ai Windows, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur Linux. Linux est né à peu près en 1991 par Linus Torvald, qui était un étudiant finlandais, qui a pris le nom ensuite de Linux. Il avait travaillé sur Mythix, je crois, qui était un noyau. Il a envoyé sur un Usenet, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas de chat. C'était des Usenet, on utilisait beaucoup de Usenet. Je crois que les chats existaient, mais c'était surtout des Usenet qui étaient utilisés. Et il avait justement posté sur son Usenet, voilà, j'ai modifié un noyau du système Mythix, je crois, ou Multix, et je cherche des personnes pour développer ce noyau. Donc le premier noyau, je crois que c'était le 0, le 0.01 ou 0.1, je ne me souviens plus exactement. Et ensuite, il a trouvé une communauté internationale, je dis bien internationale, qui s'est intéressée à son projet, et le projet a commencé effectivement à devenir intéressant. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble en fait une Linux. Alors là, déjà, vous en avez une. Ce que vous voyez là, c'est une calculate Linux, mais calculate Linux, c'est pour les geeks un peu, c'est un peu particulier. Là, moi, je veux plutôt accéder aux personnes qui ne connaissent pas Linux, ou pour ceux qui connaissent, bah, tant mieux, ils peuvent apporter un complément d'information si j'ai oublié des choses. Je ne suis pas Dieu le Père, hein, donc je ne sais pas tout, mais j'ai quand même 7-8 ans sous Linux, donc il y a des choses que je sais forcément. Et donc, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, pour ce faire, on va utiliser dans un premier temps une machine virtuelle. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un logiciel hein, que vous pouvez aussi utiliser sous Windows ou sous Mac OS X si vous avez un Mac. Ça s'appelle VirtualBox. Alors, le voilà. D'ailleurs, de toute façon, on va voir ensemble le site. VirtualBox, voilà à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez, il y a déjà des distributions qui ont été testées. On peut faire du test avec VirtualBox, c'est très intéressant parce que vous ne touchez absolument pas à votre machine. C'est une machine en fait qui est dans une machine. Comment vous expliquer? Je vais essayer d'être simple parce que c'est pas facile d'expliquer l'informatique avec des mots des fois simples. C'est pas une chose donnée, c'est pas aisé. En fait, si vous voulez, c'est comme une poupée russe. Vous avez un système, donc matériel. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous ayez un ordinateur portable ou que vous ayez par exemple une tour par exemple, d'accord? Bon, un téléphone portable, c'est plus compliqué. Linux sur téléphone portable, c'est pas être jouable, mais c'est compliqué quand même. Donc nous, on va parler quand même de l'ordinateur portable et de la tour. Donc, vous avez des ressources matérielles. Vous avez un processeur, ça peut être du Intel ou de l'AMD. Par exemple, moi, je vais vous donner ma structure que j'ai, ma config, si vous voulez, mon setup. J'ai un Ryzen 5 1600. D'ailleurs, je vais passer au 3600 dans quelques temps avec 6 cœurs, 12 cœurs précisément, mais j'ai 6 cœurs réels et 6 cœurs logiques. Bon, c'est ce qu'on appelle des threads, on ne va pas rentrer là-dedans. J'ai 16 Go de RAM de mémoire, j'ai à peu près 2 Tera de disque dur en HDD, j'ai des disques SSD, j'en ai deux. J'ai deux disques SSD, dont celui-là est un SSD à 256 Go. Et j'ai un autre SSD qui lui, non, il a 500 celui-là, pardon, et l'autre il est à 200, non, 500 aussi, qui est avec Windows, Windows 10, vous voyez. Comme quoi je ne suis pas farouche à Windows 10, hein, on est bien d'accord. Mais je l'utilise très peu, en fait, Windows, parce que Windows, voilà, il faut faire super gaffe, vous avez des virus, il ne faut pas aller sur n'importe où, dans n'importe quel site, c'est pas forcément très sécurisé, même si Windows 10 a fait d'énormes progrès au niveau de la sécurité, ça je tiens à le préciser quand même, ils ont fait un bon travail, même au niveau de l'interface graphique, qui est assez jolie. Que Linux d'ailleurs n'arrive pas encore à centraliser tout ça. C'est plutôt, Linux c'est vrai que c'est plutôt le monde des serveurs, le monde des workstations comme on dit chez nous, c'est un petit peu autre chose. Mais ça évolue, c'est comme ça. Donc la machine, vous avez de la mémoire, la carte graphique, donc j'ai une carte graphique par exemple, une Vega 56 HBM2 en mémoire, avec je crois, elle a 8 Go de mémoire. Donc les cartes graphiques aujourd'hui, vous avez 4 gigaoctets, 8 Go, 6 Go. Même si vous avez une carte graphique, une vieille carte graphique avec 1 Go, 512 MO même, mais vraiment une très vieille carte graphique, ça marche avec la virtualisation. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais vous montrer les sites en question. Il faut que je retrouve mon petit monde dans tout ça. Voilà. Donc d'abord, je vous montre le présent de Ubuntu qu'on a téléchargé qui est ici. Hein. Donc ici, vous avez une section télécharger Ubuntu par exemple.
Vous téléchargez Ubuntu, il va vous poser, je crois, une question sur PayPal, tout, vous mettez tout à zéro, hein, vous verrez, il y a des curseurs, vous mettez tout à zéro, il y a différents moyens de le récupérer. Alors sachez que là, j'ai pris Ubuntu, hein, mais je vous mettrai un autre site qui s'appelle DistroWatch. Il faut savoir que des distributions Linux, vous en avez plus de 300. C'est énorme. Mais par contre, on ne va pas s'égarer, parce que là, c'est la jungle, hein, je vous le dis tout de suite. On va prendre Ubuntu parce que c'est la plus grande communauté. Regardez, ça c'est leur site. Vous comparez les autres sites, vous pourrez comparer Fedora par exemple, ou vous pourrez comparer aussi Mandriva, Gentoo. C'est autre chose, ce sont d'autres types de distributions, Manjaro aussi, etc. Bon, là j'ai pris Ubuntu parce que c'est vraiment, mais vraiment la distribution du débutant. Vous avez un Planet, vous avez un forum, vous pouvez vous inscrire sur les forums, vous avez de la documentation. Si on va ici, vous avez l'accueil tout simplement. Là, il y a eu par exemple, entre le 16 et le 17 novembre 2019, on a eu un Ubuntu Party, voilà, avec différentes informations. D'ailleurs, j'ai participé à ces Ubuntu Party à une époque. Maintenant, j'y vais plus, c'était à la Villette, c'était très intéressant. J'aidais même les personnes à installer leur machine sur Ubuntu. Donc là, par où commencer? On vous dit tout, hein, vous avez tout. Hein, vous avez qu'à suivre tout ce qui est écrit. Hein, vous avez des forums. Ici, on a la documentation. Si on clique, voilà, vous avez la documentation, vous avez tout. Pour les débutants, vous avez guide du débutant, questions fréquentes, capture d'écran, télécharger Ubuntu. Voilà, vous avez même téléchargé Ubuntu, vous allez dans documentation, essayez. Essayez en démo interactive, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on va faire justement, vous allez voir. Après, quand on va lancer Ubuntu avec la machine virtuelle. Et donc, installer, adopter, configurer, vous voyez, par exemple les pilotes, le Wi-Fi, le réseau, en profondeur. Là, vous allez pouvoir rentrer dans les choses beaucoup plus quand vous aurez une certaine expérience très intéressante. Comment, par exemple, paramétrer votre shell, hein, personnaliser votre shell. Là, je ne vais pas rentrer pour le moment là-dedans, hein, d'accord? On va faire une chose très simple. On va installer, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est ça qui est important. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sites, justement, qui ont des sites sur YouTube. Je vous en mettrai quelques-uns. Je vous mettrai notamment Adrien D, qui est excellent. Je vous conseille un petit jeune qui, d'ailleurs, il est informaticien. Je crois qu'il travaille dans un hôpital. Lui, c'est un fin connaisseur de Linux. Il connaît très, très bien. Il m'a appris même énormément de choses, hein, notamment avec Calculate Linux, qui est très intéressant. Mais Calculate Linux, c'est une distribution russe. C'est plus pour les geeks. C'est pour faire un peu du bricolage. Vous savez, les geeks, c'est toujours ces gens qui bricolent, qui inventent, qui recréent les choses. Voilà, donc là, vous avez plein de sections. Vous regarderez tranquillement. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler effectivement des machines virtuelles. Vous avez donc VirtualBox. Voilà le site. Voilà, bienvenue sur virtualbox.org, qui est gratuit. Donc là, on en est à la version 6.0. Vous allez voir, ce que je vous ai ouvert tout à l'heure, hein, je vous ai montré. Alors peut-être vous ne voyez pas bien, alors je vais l'agrandir, hein, tout à l'heure. Hein. Ensuite, VMware, donc ça par contre, c'est excellent. Alors là, vous avez vraiment tous les produits que vous voulez. Vous pouvez tout virtualiser. Je vous donne un exemple. Hein, vous avez donc la partie professionnelle. Et là, vous avez vraiment toutes les virtualisations possibles. Voilà, c'est énorme. Alors, si on fait par exemple boutique, hein, si on va dans boutique justement, vous allez voir les produits qu'ils vendent. Alors évidemment, ces produits ont un coût parce que ça s'adresse plus à des professionnels. C'est pour ça, je vous conseille de rester sur VirtualBox. Mais si vous voulez passer sur VMware, c'est possible aussi. Mais les coûts sont un peu plus élevés. Voilà, sachez-le. Mais on peut tester un VMware gratuitement. Par contre, vous n'aurez pas toutes les fonctions sur VMware. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez l'installer gratuitement aussi. Alors, vous voyez, par exemple, virtualisation des postes de travail locaux qu'on peut faire. Donc, on nous montre un peu fusion, etc. Virtualisation de data center. Ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, les prix, les licences, vous avez vu les prix, c'est énorme. Virtualisation des data centers, bah oui, comme YouTube, bah, c'est des data centers. Bah, je pense qu'ils virtualisent avec un système comme vSphere qui leur permettent de créer des machines dans les machines. Vous imaginez bien qu'il y a des millions d'utilisateurs, donc ils utilisent des systèmes de virtualisation où vous avez aussi ce qu'on appelle les docks. Alors ça, j'en parlerai peut-être un jour, des dockers. Ça, c'est autre chose. C'est un autre domaine. Ce n'est pas des machines virtuelles, les dockers. C'est plus tout à fait la même chose. Vous avez l'éducation des produits, la virtualisation et les postes de travail. De toute façon, je vous mettrai tout ça en lien après. Gestion des data centers et des clouds. Vous voyez, ils font plein de produits. Hein. Ils sont VMware, c'est les WMware, c'est vraiment les meilleurs. Hein. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Alors, on ne va pas perdre trop de temps parce que la vidéo, je pense qu'elle va durer un certain temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Mais voilà. Donc là, ma machine, si vous voulez, je peux tout supprimer pour qu'elle soit propre. Mais bon, je me suis dit, vous voyez, ça vous en occupez pas. Voilà, on va essayer d'agrandir tout ça en espérant que je ne me trompe pas de bouton. J'espère que vous verrez bien avec une fois que la vidéo sera mise en ligne. Alors, comment ça se présente?
VMware, alors ça, sachez que vous pouvez le faire directement en bootant sur votre machine. Si vous connaissez le BIOS, par exemple, mais là, je ne peux pas le faire sur le BIOS. Vous avez bien compris, sinon, on va être directement coupé. Je ne pourrais pas vous présenter, c'est pas possible. Parce que là, on est obligé de redémarrer l'ordinateur. C'est pour ça que j'utilise une machine virtuelle. La machine virtuelle, l'avantage, c'est que vous pouvez faire du test. Vous pouvez créer des disques dynamiques, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous regardez même sur YouTube, il y a des gens qui vous expliqueront encore mieux que moi, qui sont des vrais professionnels. Du coup, qui ont une très très bonne connaissance. Moi, je vous présente ça très globalement, si vous voulez. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors ici, vous avez des onglets Nouvelle, Configuration et Démarrer. Bah, pour démarrer le système, si je vais sur n'importe quel de ces systèmes, je peux le démarrer. Mais nous, on va créer une nouvelle configuration. On clique sur Nouvelle. Voilà. Nom et système d'exploitation. Donc là, on va lui donner un nom. On va mettre, par exemple, je sais pas moi, Linux, Ubuntu. 19.10. Ça, c'est la dernière version, hein, 19.10, parce que 2019 est le 10e mois, septembre, octobre, novembre. Octobre, pardon. Voilà, ici, vous avez donc, vous lirez, hein, il y a de la documentation, etc. Vous avez le type, c'est Linux. Et comme par hasard, il a détecté automatiquement que j'ai mis Ubuntu 64 bits. Alors, je vous déconseille de mettre 32 bits, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les systèmes sont 64 bits. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de qu'est-ce que c'est que le 32 bits et le 64 bits, parce que là, on va passer du temps. Si vous voulez imaginer, je ne sais pas, 32 routes et 64 routes. D'accord? Donc voilà, vous allez plus vite. Si vous avez 64 pistes, hein, en fait, en gros, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait demander après un ingénieur système. Je ne suis pas ingénieur système, je ne suis pas doctorant en informatique. Mais voilà, donc là, on arrive ici, on fait suivant. Voilà. Alors par contre, ça risque d'être petit. Je ne sais pas comment vous allez faire pour visualiser. J'espère que ça passera quand j'aurai mis la vidéo. Je testerai, je verrai bien. Là, ici, on nous demande une taille de mémoire. Bon, bah, ma machine, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, en physique, elle a réellement 16 Go. Eh ben, on va mettre 8 Go. Je dis, voilà, 8 Go, c'est largement suffisant. Si vous avez 4 Go, bah, vous mettez 2 Go. Si vous avez 8 Go, vous mettez 4 Go. Par contre, avec 4 Go, c'est quand même limite. Hein, parce que, voilà, vous mettez 4 Go. Parce que, voilà, en dessous, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, nous, on va mettre effectivement 8 Go. Donc, c'est-à-dire, au total, 8192. Voilà, 8192 mégas. Voilà. Alors ça fera 8192 MO qui correspond aux octets. Donc voilà. Et on fait suivant. Dans notre cas, nous. Il dit ensuite disque dur. Vous voyez, tout est expliqué. Si vous souhaitez, effectivement, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Vous pouvez par exemple soit créer un nouveau disque, soit effectivement choisir un de la liste ou un autre emplacement en utilisant l'icône dossier. Donc on va laisser par défaut, hein, vous laissez tout par défaut. Là il va vous proposer une taille de 10 Go qu'on va augmenter, hein, parce que 10 Go c'est un petit peu juste pour installer un système, ça passe, hein, parce qu'un système comme Ubuntu ça doit peut-être prendre 4 ou 5 ou 6 Go, mais on va mettre un petit peu plus, on mettra 20 Go. Voilà. De toute façon vous comprendrez pourquoi. Créer donc un disque dur virtuel, hein, bien virtuel, c'est pas un disque dur physique, hein, c'est un disque qui va être créé par la machine virtuelle qui est liée à, voyez, VM VirtualBox, gestionnaire de machine. Vous voyez, gestionnaire de machine. Donc on va ensuite créer. Voilà, vous allez arriver sur le VDI, c'est l'image du disque de virtualisation. Voilà ce que ça veut dire. Vous ne vous occupez pas de ce qui est en bas, parce que là c'est autre chose. On fait suivant. Et ici, vous propose justement le stockage sur le disque physique. Et là, vous laissez sur dynamique alloué. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je vous ai dit. Il nous a proposé par défaut la taille de 10 Go, mais on peut mettre plus, on peut mettre 20, on peut mettre 30, on peut mettre 40. Ça va dépendre évidemment de votre disque physique. Moi par exemple, ce disque-là fait 500 Go. Donc si je mets 30 Go, il n'y a aucun problème, j'ai suffisamment de place. Et sachez que dans un système dynamique, en réalité, il ne va pas mettre 30 Go sur votre disque. Il va mettre juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est ça qui est très bien justement le système dynamique, c'est que si par exemple vous avez 6 Go de logiciel, il ne va pas vous mettre 20 Go, il va vous mettre 8 Go. Et fur et à mesure que vous allez installer le logiciel, c'est comme un élastique qui va s'agrandir, 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 pour aller jusqu'aux 20 Go. Et là, vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà, c'est un système dynamique. Ce n'est pas une taille fixe justement. Donc vous allez économiser de la place. Suivant. Donc là, 10 Go. Donc là, il nous donne un nom. Vous le laissez par défaut. Vous voyez, sous Linux, il n'y a pas de C2 points, des 2 points. C'est par exemple Home Didier, point, virtualisation, machine, Linux. Vous voyez, il n'y a pas. Il faudra perdre la notion de C2 points, etc. Éventuellement, je referai des vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos au fur et à mesure. Ça ne va pas être simple, mais voilà. Mais c'est pour ceux qui s'intéressent à ça. Hein. C'est vraiment bon. Ceux qui ne s'intéressent pas, ils ont le droit. Il n'y a pas de problème. Hein. Simplement, voilà, on va mettre 20 Go.
On pourrait les taper hein, directement. On peut taper 20 gigas si vous voulez. Voilà. 20 Go. Voilà. Normalement, ça doit marcher. Si je valide. Non, il n'accepte pas trop ça, lui. Bon, c'est pas grave. Alors, après, on était dans les mégas. À peu près. Hein. Voilà, 20,40. C'est très bien. On fait créer. Voilà. Et voilà, notre machine est créée. Mais ce n'est pas fini. Vous voyez, donc ici, il y a une nouvelle ligne qui est apparue. Une nouvelle instance, ça s'appelle en informatique si on veut. Une nouvelle instance, vous voyez d'ailleurs, elle clignote. Voilà. Et ici, on va la configurer. Et oui, il faut configurer notre machine. Donc, vous avez le deuxième onglet. On a d'abord cliqué sur Nouvelle. Et ensuite, on va aller sur Configuration. Donc, Configuration. On arrive dans Configuration. Et là, on a le nom qu'on a donné. Rappelez au départ, Ubuntu hein, 19.10. On a le mode avancé. Généralement, le presse-papier, je le mets en bidirectionnel dans les deux directions. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ça sert simplement si vous voulez faire du copier-coller hein, sur la machine réelle. Parce qu'on peut échanger avec la machine réelle, justement. Je vous montrerai éventuellement une autre fois. Mais c'est faisable. On peut partager en fait des dossiers qui sont réellement sur la machine sur laquelle vous avez installé VirtualBox et avec VirtualBox. Donc c'est assez intéressant. On peut faire même le chiffrement de disque, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le chiffrement de disque, par exemple, peut être très intéressant si vous avez un portable. Ça va vous permettre de vous protéger avec ce qu'on appelle un mot de passe, qu'on appelle une passe-phrase. Et la passe-phrase, elle peut faire jusqu'à 25 caractères. Là, je peux vous dire que le gars, il faut qu'il trouve les 25 caractères pour rentrer dans votre disque. Hein. Ça ne rentre pas comme ça. Hein. C'est pas possible, voilà. Donc, vous voyez, on a cette partie-là. Donc, ça, tout ça, bon, on a vu. Ensuite, vous avez système, donc général, système. Système, bon, bah, le système, c'est quoi? La carte mère. Vous imaginez bien qu'on est dans une machine virtuelle. Donc, il y a une carte mère virtuelle, il y a un processeur virtuel et une accélération de tout ça. Donc, on a la disquette aujourd'hui. Bon, la disquette, on ne l'utilise plus. Hein. Si vous voulez utiliser Linux sur du 1,44 mégas ou du 1,88 en disquette, bon courage. Hein. Donc, on va décocher. Moi, c'est ce que je fais en général. Hein. Je suis bavard, excusez-moi. Peut-être je suis trop bavard. Ça peut-être vous saouler. Mais j'ai beaucoup de choses à dire pour vous expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc là, voilà, donc là j'ai fait ça. Ensuite, vous avez processeur. Le processeur, vous pouvez mettre par exemple, moi j'ai par exemple, c'est ce que je vous ai dit, 12 cœurs. En réalité, c'est 6 cœurs logiques. Et j'ai donc 6 threads, enfin 6 cœurs virtuels si vous voulez. Donc bah, moi je vais mettre 4, ça suffit largement. Voilà, 4 cœurs. Ressources allouées, bon, on va mettre 100%, comme ça on est tranquille. L'activer le PAM Unix, on ne va pas y toucher. Je ne sais même pas à quoi ça correspond d'ailleurs. L'accélération, on va laisser ça. Donc ça, il faudra que ça soit activé dans le BIOS, qu'on appelle la virtualisation. Sinon, votre processeur, si ça c'est décoché, vous voyez, si vous décochez ça, la machine ne démarrera pas. Parce que bah, tout simplement, le processeur ne va pas comprendre que c'est une machine virtuelle. Donc il faut dire au processeur qu'il utilise ce qu'on appelle un... En fait, si vous voulez, dans le processeur, il y a une partie qui est dédiée à la virtualisation des machines. Donc ça s'appelle l'Active VT, vous voyez, virtualisation AMD. Alors pour Intel, ça s'appelle autrement. L'affichage. Alors l'affichage, bon, bah, on va y aller. Hein. Pour l'affichage, on va mettre le maximum, 128 MO. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, les cartes graphiques, 4 Go, 8 Go... Même si vous avez une vieille carte graphique, ça marche, il n'y a pas de problème. Le nombre d'écrans, on pourrait mettre, si vous avez 2 écrans, pourquoi pas afficher Linux sur 2 écrans. C'est très intéressant. D'ailleurs, moi, j'ai qu'un seul écran, 24 pouces. Donc là, le nombre d'écrans. Ensuite, vous avez le contrôleur graphique. Vous laissez par défaut VM SVGA, sauf si vous savez ce que vous faites. On peut mettre de l'accélération 3D, si vous voulez, ou 2D. C'est au choix, mais bon, la machine est assez puissante. Bon, je vais le mettre quand même. Bureau distant, si vous voulez vous connecter, vous pouvez activer un serveur distant. Vous voyez, ça va très très loin. Ils ont fait énormément de choses. Vous pouvez même enregistrer votre configuration. Ça, on ne va pas y toucher. Alors par contre, on risque d'avoir peut-être un écran un peu plus petit, mais bon, on verra. Lors de l'installation. Ensuite, vous avez le stockage. Voilà, le stockage. Et là, dans le stockage, on va mettre notre fameuse image ISO que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la fameuse image ISO que j'ai téléchargée. Je vais essayer de vous retrouver ça. Tac. Voilà. D'ailleurs, on peut retourner ici. Vous voyez, en bas, si vous voyez mon curseur de souris, je le mets en... Voilà, c'est ce Ubuntu 19.10 qu'on va aller récupérer. Voilà. Et donc là, on va dans vide. On va aller ensuite lui dire que c'est un live CD. Ouais, je sais pas si c'est nécessaire. Bon, je vais le cocher quand même. Je vais mettre ici. Je fais choisir un fichier dans le disque optique virtuel. Voilà.
Donc là, vous voyez bien qu'on a Ubuntu, c'est une ISO. ISO qui veut dire International System Organisation. Si vous voulez, c'est comme un système qui est déjà gravé sur le CD. Voilà. Vous n'avez plus qu'à booter sur votre CD. Imaginez, vous avez un CD, vous bootez dessus, vous avez déjà votre système d'exploitation, sans être installé sur le disque dur, je précise. Voilà. Et après, on va l'installer sur le disque dur, vous allez voir. Donc là, on va ouvrir. On ouvre le bidule. Et voilà, il nous donne la taille, hein, 2,29 Go. Et on peut regarder le disque qu'on a créé. Vous voyez bien qu'on a bien créé un disque de 20 Go. Et on va même préciser que c'est du SSD, qui veut dire en fait Solid State Drive. Ça veut dire que ce ne sont plus des disques durs avec de la mécanique, c'est de la pure électronique. Et c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, les SSD permettent de lancer une machine à une vitesse incroyable. Vous mettez un Windows dessus, en 6 secondes, il est lancé le Windows. Alors qu'avant, avec un disque dur classique, alors, les moteurs démarrent, vous avez le pen, tout est mécanique sur un disque dur classique. Alors c'est très intéressant pour stocker des données, mais sachez qu'aujourd'hui, il existe le SSD. Maintenant, c'est pas cher, hein. Vous avez des SSD maintenant à quoi 50 € avec 500 Go, même moins. Ça vaut le coup hein, maintenant, c'est très intéressant. Vous avez par exemple un vieux ordinateur, vous voulez changer le disque, prenez un SSD. Et éventuellement, vous achetez un disque mécanique externe que vous branchez, par exemple, je ne sais pas, sur de l'USB 3. Et puis vous aurez comme ça vos données en externe, par exemple. Ou vous le mettez dans l'ordinateur si c'est possible. Voilà, donc on a ça. Ensuite, on a le son. Donc une fois qu'on a mis tout ça, vous voyez, il a marqué, il a rajouté Ubuntu. Et il va booter dessus, d'accord? Donc le son, on le laisse par défaut. Il nous propose Pulse Audio. C'est bon. Le réseau, moi ce que je fais, je préfère créer le NAT, c'est ce qu'on appelle le Network Address Translation. C'est pour avoir des adresses en plus. On va simplement le mettre, moi je le mets en accès par pont. Comme ça, je suis tranquille. Il me met le nom de mon interface réseau qui s'appelle ETH. Ça pourrait être autre chose. Vous avez le mode avancé, n'y touchez pas parce que là, vous voyez, vous avez l'adresse MAC que j'avais expliqué une fois. C'est assez complexe. Vous laissez comme ça. Vous êtes débutant, vous ne touchez à rien d'autre. Mais vous pouvez créer d'autres interfaces réseau. Hein, vous voyez, 2, 3 et 4 interfaces réseau. Si vous avez plusieurs réseaux avec, par exemple, des routeurs, ben, vous pouvez très bien créer plusieurs réseaux dans un réseau avec différentes machines. Voilà. Ensuite, vous avez le port série. Le port série, c'est le port série. Comment vous expliquer ça? On n'utilise même plus, hein, c'était les anciennes communications. L'USB, alors là, l'USB, vous pouvez rajouter, j'y touche pas. Cette partie-là, on ne va pas y toucher. On verra éventuellement plus tard, pourquoi pas. Comment on fait pour partager des dossiers entre la machine virtuelle et la machine réelle, ou avec une autre machine virtuelle, ça peut être intéressant. Et on fait OK. Et vous voyez, hop, il y a eu un petit truc qui s'est mis. Et là, maintenant, on va booter. Voilà. Et là, on va cliquer sur démarrer. On laisse la machine ouvrir son système. Tac. Vous voyez, elle démarre. D'ailleurs, on la voit même sur le côté, je crois. Voilà. Hop, vous avez ce petit bonhomme là. Il faut attendre, tout simplement. Voilà. Donc, vous vous occupez pas de tout ça. Il peut y avoir des erreurs, c'est normal. Hein. Ça, c'est le système. Et vous voyez, on a Ubuntu qui se lance. C'est comme si vous lanciez, par exemple, Windows. Hein. Vous avez Windows, vous savez, avec son logo, etc. Voilà. Je commence à avoir soif. C'est du travail de présenter tout ça. Hein. Ouais, énormément de travail. Vous arrivez et il vous propose même de l'installer directement. Vous voyez, en anglais, try Ubuntu. On va mettre en français, ça sera mieux. On est des Français. Essayez Ubuntu. Bah, on va d'abord essayer Ubuntu. D'accord? Je vous propose d'essayer Ubuntu. On ne va pas l'installer pour le moment pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, on va le découvrir tout de suite. Je fais essayer Ubuntu. C'est vraiment simple. Hein. C'est comme vous installez un Windows. Et en plus, on peut personnaliser, à moins qu'il y ait un problème là, parce qu'il y a des erreurs. Non, normalement, ça aurait marché. Je ne sais pas pourquoi il fait des erreurs d'ailleurs. C'est tellement complexe l'informatique, vous savez, il y a tellement d'endroits. Et voilà, vous avez ce genre d'interface. Alors, pour agrandir, ça va être un autre problème parce que je crois qu'il faut récupérer le plein écran. Je ne sais même pas si ça a marché. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Hein. Ouais, ça fait vraiment trop petit. Du coup, je vais revenir en mode... Là, je vais revenir en mode normal parce que j'ai pas les invites pour le faire. Alors, ce que je vais faire... En attendant, je vais mettre un écran en mise à l'échelle. Ça sera peut-être moins joli, mais au moins, on va pas... Voilà, vous voyez, il suffit après d'étirer un peu. Ah, là, je crois qu'il y a un petit souci. C'est normal, ça peut arriver. Hop, je vais simplement étirer pour vous montrer à quoi ça ressemble. On peut peut-être même faire comme ça, tout simplement. Ou alors, c'est pas très beau. Hein. Moi, j'aime pas trop quand même. Je vais essayer de faire ça le plus joliment possible. Il faut peut-être simplement changer la résolution d'écran. Je vais voir si c'est possible. Configuration d'écran. Ah oui, on est en 800, on va essayer de passer un petit peu en... Oh. Alors, on va passer en quoi? Ah oui.
J'essaye de trouver le mieux, le meilleur rapport. Je crois que 1800, je sais pas. On va voir ce que ça donne déjà, si c'est un peu plus joli. Continuez. Voilà, c'est plus beau déjà ça, vous voyez. C'est plus fin, plus joli. Je sais pas si... Après, vous allez voir bien. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, d'ailleurs, on voit mieux. On voit mieux, je trouve même. On va même encore agrandir un petit peu. Vous allez voir. Hop, je vais essayer de faire de mon mieux. Hein, je vous dis pas. Parce que j'ai pas les invites. Il me faut les invites. Il aurait fallu que je les mette avant. Je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pour vous montrer. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous pourrez agrandir votre écran. Que vous avez un grand écran. Comme ça, vous verrez. Voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà. Par contre, je n'ai pas les invites et on va agrandir comme ça. Voilà. Ça déforme un peu l'image, hein, ça c'est normal parce que c'est pas la résolution qu'il faudrait. Voilà. Comme ça va bien faire sur votre écran. Ok. Donc, vous voyez, c'est un bureau. Ça, c'est une petite ressemblance, pas avec Windows parce que la barre est en bas, mais on peut la mettre en bas. Hein. La barre, on peut la personnaliser, je crois, la mettre en bas. Et voilà, avec un petit personnage, une espèce de souris qu'ils ont mis là, Ubuntu, pour cette version-là. Je ne sais plus le nom d'ailleurs de cette version. Ils donnent des noms d'animaux en général quand ils mettent des versions. Et ici, vous avez une barre en haut. Vous voyez, on va déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez la date, comme n'importe quel ordinateur. Vous avez donc... un agenda, vous avez les dates avec les mois, les années, vous avez des notifications si vous recevez des mails par exemple, hein, ou des notifications de chat par exemple, ou Messenger. On peut avoir des notifications ici, on peut changer la date. Si je crois on clique droite, on peut normalement changer l'heure, c'est pas ici. Voilà, je vais essayer de faire en sorte, je sais pas si je peux, non, je peux pas l'agrandir comme ça. Voilà, ici vous avez effectivement... le filaire, donc vous avez le réseau. Ici, vous avez le son. Vous pouvez régler le son. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Je trouve que ça déforme quand même beaucoup cette résolution. C'est pas terrible. Bon, vous me direz, hein, je sais pas si vous verrez quelque chose, j'espère. En tout cas, filaire connecté et le live user, c'est-à-dire le live CD. Voilà. Ici, vous avez donc le réseau. Ici, on a la langue. On peut choisir la langue qu'on veut. Vous voyez, c'est assez simple hein, d'utilisation. Il n'y a rien de très compliqué. Ici, on peut... Si on fait ça, on fait en quelque sorte éteindre, vous voyez, annuler, redémarrer ou éteindre la machine. On va faire annuler, on va continuer. Ici, on a tout simplement le répertoire utilisateur. Voilà. Il faudrait que je mette les invites, ça serait mieux la prochaine fois. Je mettrai les invites si je peux. J'aurais dû mettre les invites pour voir. Et donc, parce que là, c'est un peu embêtant quand même cette histoire de trucs déformés. Vous auriez mieux vu effectivement avec le plein écran réel et la bonne résolution. Bon, on voit quelque chose quand même, il ne faut pas non plus, voilà. Et là, vous arrivez effectivement dans un domaine qui est documents, images, modèles, musique, public. Vous voyez, un peu comme sous Windows, hein, vous pouvez mettre vos images, vous pouvez mettre vos fichiers musique, vos modèles. Vous avez la partie publique, téléchargement vidéo. Le bureau, bah voilà, on a ça, c'est ce qui est ici. Les documents, les images. Donc ça, c'est le gestionnaire de fichiers. Très simple. Voilà. Alors, il y en a d'autres, hein, des gestionnaires de fichiers, il y en a plein. Ici, on va avoir un accès au niveau, tout simplement, ça va être pour installer, justement, on va l'installer après. On va avoir un navigateur, hein, et vous allez voir qu'on va pouvoir accéder, justement, avec ces machines virtuelles, à Internet. Voilà, et on y est. Et là, on peut même accéder à Internet. C'est pas magique, et voilà. Et je vais lancer, vous voyez, Firefox, par exemple, et je vais lancer, je sais pas, Ubuntu, tiens, voilà, hop, on va rester sur Ubuntu. Je sais pas s'ils nous l'ont mis là, non. Voilà, et là, on est donc sur Ubuntu. Voilà, Ubuntu communauté, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, et voilà, et on a, vous voyez, l'accès Internet. On peut même à partir d'une machine virtuelle, dans une machine qui va se connecter à la vraie carte, pour le coup, réseau, qui est sur mon ordinateur. Il a émulé une carte réseau, il peut se connecter sur Internet. Voilà. Avec Firefox. Voilà, vous avez Firefox, mais vous pouvez installer Chromium ou Google Chrome, hein, même si vous voulez, même Opera, vous avez même, comment ça s'appelle, Vivaldi. Vous avez aussi, comment ça s'appelle, vous pouvez installer, oh, comment il s'appelle, je me souviens, il y a tellement des navigateurs que là j'ai un trou de mémoire, enfin bref. On va fermer les onglets. Donc le réseau fonctionne. Vous avez la messagerie, Thunderbird. Vous avez un gestionnaire de fichiers qu'on vient de voir. Vous avez un logiciel déjà préinstallé pour faire de la musique avec des morceaux. Vous regarderez, je ne vais pas tout vous montrer, c'est simplement pour faire un petit tour hein, d'horizon. Hein, voilà. Vous allez avoir ensuite LibreOffice, hein, qui est l'équivalent, je sais pas moi, de Works sous Windows par exemple. Hein, voilà. Donc c'est la même chose, vous avez le traitement de texte, vous avez le tableur, etc.
on fait valider. Vous avez même des petits conseils du jour. Et là, vous tapez votre texte, hein, vous pouvez le mettre en format, etc. Voilà. Et vous pouvez utiliser aussi le tableur. Ça, c'est le traitement de texte. Mais vous avez le tableur, vous avez l'équivalent d'un truc qui permet de faire de la rétroprojection et pas mal de choses. Et vous avez même une base de données. Alors ensuite, eh ben, on va quitter tout ça. Donc là, pour quitter, on doit quitter LibreOffice. Ne pas enregistrer. Non, voilà. Et ensuite, vous avez juste en dessous le logiciel Ubuntu. Donc là, c'est toute la Logitech. Donc il va s'installer, il va se connecter. Il faut attendre un petit peu le temps qu'il télécharge les métadonnées. Voilà, et vous voyez, ça se présente comme ça. Et vous allez pouvoir installer les programmes que vous voulez dans les différentes sections. Audio, vidéo, jeux, communication et nouvelles, graphisme et photographie, bureautique, extension. Donc par exemple, on a Blender qui permet de faire de la CAO. On a OBS Studio. Et vous avez même un système de snap. Je ne vais pas rentrer là-dedans, qui est encore autre chose. Après, on verra peut-être plus tard. Pour le moment, on va se contenter d'une simple petite visite de routine de ce qu'il y a comme outil sous Ubuntu. Mais je vous ai dit, ça peut être autre chose hein, comme distribution. Vous verrez, je mettrai DistroWatch. Après, vous avez Fedora, vous avez Mandriva, vous avez Manjaro. Vous en avez plein des distributions. Vous devez en avoir au moins 1000 si c'est pas plus. Enfin, c'est complètement fou. Déjà, on va se contenter des 100 premières. Hein, parce que c'est des gens qui développent à chaque fois. Voilà quoi. Voilà, donc vous avez plein de choses. Hein, vous avez les jeux. Si vous allez dans les jeux, voilà, vous pouvez regarder les jeux, etc. Donc, on va fermer tout ça. Voilà. Vous avez de l'aide ici. Ouais, c'est quand même pratique. Et vous avez même un petit logiciel pour Amazon. Mais moi, je vous déconseille. Bah, normalement, le libre devrait être libre. Donc, Amazon ne fait pas partie de la GPL. C'est vrai que là, c'est le reproche que je fais à Ubuntu. C'est pour ça que même Richard Stallman est contre ce genre de distribution. Parce qu'il explique que ça ne respecte pas vraiment le libre. Mais Richard Stallman est un gourou. C'est très compliqué à le suivre. Mais c'est vrai qu'il a raison. Dans un sens, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on devrait avoir une distribution complètement libre parce que vous avez du logiciel propriétaire malheureusement. Si vous voulez lire des vidéos en MP3, c'est pas libre. C'est une licence propriétaire. Si vous voulez lire par exemple, je sais pas, de la musique sous Linux, vous utilisez un format OGG. Là, c'est libre à 100% parce que ça a été créé par les développeurs de Linux. Oh, alors après, ça serait très compliqué de vous expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sous Linux. Hein. C'est énorme, hein, Linux. Hein. Vous avez la corbeille. Et voilà, et vous pouvez, évidemment, ici, vous avez une petite croix ici, enfin une petite grille qui vous permet d'afficher tous les programmes que vous voyez. Ils sont là. Alors, vous avez d'autres programmes, vous avez Mind, vous avez les paramètres qui vous permettent de paramétrer la machine, les raccourcis clavier, voilà, vous avez ensuite les couleurs, voilà, vous avez toutes ces choses. Je crois même que, en passant par là, il me semble, c'est même mieux, vous cliquez ici, parce que là, celui-là, il n'est pas terrible. Normalement, on devrait avoir plus de choses que ça, parce que je ne comprends pas très bien. Je vais essayer de vous mettre ça au mieux possible. Je sais, excusez-moi, pour la résolution de l'écran, je n'ai pas les invités. Il aurait fallu que je les mette, mais là, il faut aller les chercher. C'est toute une histoire. C'est jamais... Les machines virtuelles, c'est un peu le problème. Voilà, ici, vous avez tous les détails. Vous avez l'arrière-plan que vous utilisez. Par exemple, si on veut changer le fond d'écran, on peut faire un clic droit et on fait configuration affichage. Ou on passe par, comme je vous ai montré ici, et vous arrivez là, et vous avez ensuite la partie donc, qui va vous permettre de gérer les paramètres. Par exemple, on veut changer le fond d'écran parce que bon, ce fond d'écran m'énerve. Je veux mettre, je sais pas moi, les montagnes par exemple. Là, voilà, je fais définir l'arrière-plan et vous allez avoir l'arrière-plan qui va changer en temps réel. Vous n'avez pas besoin de redémarrer, quoi que ce soit. Mais ça, on peut le faire sous Windows aussi. Il n'y a aucun problème. Vous voyez que l'utilisation d'ailleurs ressemble beaucoup à Windows avec une interface graphique. Mais ce n'est pas le but de Linux. Hein. Le but de Linux, c'est aussi de travailler en mode terminal. Ça, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Le dock. Vous avez le dock. Donc le dock, normalement, vous voyez, il est à gauche. Vous voyez, à gauche. Mais vous voyez, vous pouvez le changer. Vous pouvez le mettre en bas. Si je mets en bas, vous voyez que votre dock a bougé. Il est en bas. Comme si vous étiez sous Windows. Si cette disposition vous plaît à ce moment-là, vous mettez comme ça. Ou vous pouvez le mettre à droite, par exemple. Voilà. À droite, c'est pas mal aussi. J'aime bien à droite. Je le mettais à droite à un moment donné, je crois. Alors évidemment, on peut masquer le dock. Hein, si vous voulez, vous faites ça. Et vous allez voir que normalement, le dock doit se masquer. Non, je sais pas. Il n'a pas l'air de vouloir se masquer. Je sais pas, je vais lancer ça par exemple. Il devrait se masquer automatiquement. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est plutôt sur la gauche qui va se masquer. C'est un peu bizarre. Bon, bref, les notifications. Alors vous avez toutes les notifications selon les logiciels. L'énergie, si vous avez un portable par exemple. Vous avez le réseau. Vous avez les sauvegardes aussi. Donc je conseille toujours les sauvegardes.
c'est important. Un jour, je vous ferai un tuto sur Acronis. Alors, vous en avez un. Vous pouvez même taper Acronis et vous avez des gens, ils vont vous expliquer ça comme des professionnels. Donc, recherche. Vous avez la recherche, si vous voulez faire des recherches, par exemple dans les agendas, logiciel Ubuntu. Vous avez pays et langue. Je prends un peu mon temps pour vous montrer un petit peu, parce que sinon, ça ne va pas vous attirer. Si je passe trop vite, vous allez dire, oui, vous êtes passé trop vite. Et si je suis trop lent, ça va être fatigant aussi. Donc, j'essaye de trouver le bon rythme. Hein. Ici, on voit bien qu'on a la langue qui est English, mais ça, on peut le changer. Hein. Alors, du coup, on va se mettre, nous, en français. Voilà. Mais ça, on le fera lors de l'installation. Voilà. Mais vous voyez, il s'est mis en français. Et puis il dit de redémarrer d'ailleurs, donc on ne va pas y toucher, sinon il va tout redémarrer. L'accès universel, ça pourrait être pour les personnes, vous savez, des fois, qui ont des problèmes, des handicaps. Le compte en ligne, vous avez des comptes en ligne, si vous avez par exemple un compte Google, vous avez un compte Ubuntu Single One, vous avez un compte, je ne sais pas moi, Nextcloud, vous avez un compte Flickr, vous avez un compte Microsoft, vous voyez, vous pouvez les rajouter vos comptes. La confidentialité, donc tout ça c'est la confidentialité, ça veut dire vous pouvez verrouiller l'écran, vous pouvez service de localisation désactiver, mais vous pouvez l'activer si vous voulez qu'on vous localise. L'utilisation historique, vider la corbeille, activer, désactiver, signalement des problèmes, manuel ou pas, comme vous voulez, vérification de la connectivité, activer. Les applications, toutes les applications, voilà, c'est vraiment toutes les applications qui sont installées pour le coup sur la machine, donc vous pouvez aussi jouer dessus. Le partage réseau, le partage d'écran, le partage des médias par exemple, le son, donc la gestion du son, système sound, si vous voulez rajouter les systèmes sound, gauche, droite, vous voyez, ils ont drôlement amélioré. Si vous aviez vu un Linux dans les années 90, mais vous n'auriez même pas cherché à l'installer, tout était en mode console, il n'y avait rien, vous aviez des interfaces graphiques, mais vraiment sommaires, hein, c'était vraiment un truc, aujourd'hui ça a explosé Linux, c'est pour ça que j'essaye de vous montrer à quel point Linux a évolué, ça n'a plus rien à voir avec les années 90 ou même 2000, aujourd'hui on est en 2019, vous imaginez bien que Linux a énormément évolué. Les énergies, vous voyez, écran noir, vous pouvez mettre le temps que vous voulez, tout ça vous avez tous les réglages, hein. Le réseau, voilà, par exemple, bah là je suis en 1 giga, enfin 1000 mégabits seconde, 1 giga. Vous pouvez configurer un VPN si vous en avez un. Le VPN, je rappelle, c'est un réseau qui veut dire Virtual Private Network, qui vous permet de cacher votre adresse IP. Au petit malin qui chercherait à choper votre adresse IP, eh ben, vous passez par votre VPN. Et à partir de ce moment-là, eh ben, l'adresse IP est cachée. Elle va sur un proxy serveur et vous êtes tranquille. Et on ne vous attaque pas sur votre machine parce qu'on attaque le proxy serveur, donc c'est pas possible. Voilà, donc mais évidemment, il faut que le VPN soit bien protégé aussi. Si les mots de passe du VPN, c'est comme j'ai vu, alors je vous parlerai des mots de passe parce qu'on va y passer tout à l'heure. 1, 2, 3, ou c'est le prénom de la cousine, ou votre date de naissance. Alors ça, des mots de passe comme ça, vous excluez ça. Hein. C'est pas des mots de passe, ça. Hein. Les détails. Vous avez les détails, voilà, on vous dit Ubuntu 19.10, vous voyez, il trouve même ma machine, hein, vous voyez, Ryzen, je ne vous ai pas menti, 5, voilà, 1600, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, j'espère, 6 cœurs avec 6 trades, voilà. La date, l'utilisateur, les applications par défaut, ensuite on a même les périphériques, imprimantes, vous voyez, raccourci clavier, etc. On était tout à l'heure. Voilà, ça c'est la partie paramètres de Ubuntu que vous allez retrouver pareil hein, sur d'autres distributions, ça porte d'autres noms, c'est différent. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'installation. Alors, vous voyez, il y a un petit icône là, tout simplement parce qu'il nous avait proposé, vous avez vu au départ, si on voulait installer. Bon, bah, on va l'installer, hein. on va tenter. Hein. Hop, c'est parti. Voilà, on va attendre. Ça va prendre par contre l'installation, il faudra compter quand même. Peut-être 20 minutes, une demi-heure. Hein, voilà. Puis après, bon, on s'arrêtera là parce que c'est vrai que c'est assez long. J'espère que vous verrez quelque chose parce que c'est ce que j'ai bien peur malheureusement. Ça va pas être simple avec cette truc-là. Donc on va prendre le français. Donc là, il vous dit bienvenue. On choisit notre langue. Et ben, nous, on est en France. Donc on va prendre le français. Voilà. Et ben, on est dessus d'ailleurs dans le français, tout simplement. On fait continuer. Vous voyez, vous avez des petits trucs ici. La publication, on fait continuer, voilà, on attend, français, on choisit les variantes obsolètes, vous laissez par défaut, voilà, vous pouvez faire un test avec votre clavier, vous tapez par exemple AZERTY, voilà par exemple, voyez, vous regardez si par exemple l'arrobase fonctionne, ok, le E commercial aussi,
Voilà, le e-commercial, tout est bon, c'est OK. Donc ce clavier nous convient bien, hein, parce que vous avez vu des claviers, alors là, vous en avez un des ribambelles. Si vous êtes suédois, vous allez prendre un clavier suédois, je ne sais pas comment dire. Continuez. Et s'il nous demande mise à jour et autres logiciels, donc quelle application souhaitez-vous installer pour commencer? On va faire une installation normale, télécharger les mises à jour, installation d'Ubuntu. On ne va pas les télécharger, ça va prendre trop de temps. On va laisser comme ça, c'est pas grave, c'est pour vous montrer simplement ce que ça donne comme résultat. Vous faites continuer. Vous pouvez faire une installation minimale, c'est pas le but. Voilà. Là, il va vous installer tous les logiciels, c'est-à-dire navigateur web, utilitaire, logiciel de bureau, jeux et lecteur multimédia. Donc c'est une installation normale. Vous ne posez pas de questions pour le moment. Vous faites une installation normale. OK. Voilà. Voyez. Ah, là d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe. Là, il n'a pas aimé mon écran, j'ai l'impression. Bah là, au moins, vous allez voir quelque chose. Il me demande donc type d'installation, aucun système d'installation n'a été détecté sur cet ordinateur, que voulez-vous faire? Donc on va effacer le disque, sachant que c'est un disque virtuel. ZFS, alors ça c'est tout nouveau, on ne va pas s'amuser à toucher à ça, parce que alors là, bonjour les dégâts, mais on peut chiffrer les nouvelles installations. Vous laissez comme ça pour le moment, dans un test, même si vous le mettez sur votre disque dur en direct, vous faites installer maintenant, voilà. On fait continuer. Donc là, vous voyez, il va vous créer les partitions. Donc il va créer une partition numéro 1, type extension 4. Donc ça, c'est le système de fichiers. Un jour, peut-être, je ferai des vidéos sur ça, mais il faut que je sois préparé. Ça demande beaucoup de temps. Parce que là, il faut rentrer dans les entrailles du système. Là, on rentre vraiment dans les entrailles du système. On n'est pas dans du système NTFS, parce qu'on n'est pas sous Windows. On n'est pas dans du FAT32, on est dans extension 4, extension 3, ZFS, JFS, vous avez XFS, vous avez plein de systèmes de fichiers. Mais ça, on ne va pas... vous prenez extension 4, c'est un système journalisé. Voilà, vous continuez. Là, il vous demande Paris. Vous voyez, donc là, on va s'amuser à chercher l'horaire. Par contre, ça m'agace vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'écran. Du coup, là, ça m'agace beaucoup, parce que ça ne fait pas très beau, je trouve. Ça ne va pas rendre bien sur la vidéo. J'espère, bon, au moins, vous verrez quelque chose, hein, de toute façon. Votre nom, qui êtes-vous? Bon, moi je vais mettre mon nom. Je vous mets Didier. VirtualBox, le nom de la machine, on va laisser comme ça. Le nom d'utilisateur, je mets Didier. Vous mettrez ce que vous voulez, Toto, Titi. Et là, le mot de passe. Alors bien sûr, pour l'exemple, je vais mettre un truc tout con. Vous voyez d'ailleurs, mot de passe trop court. Vous voyez, vous le dit. Mais ça, c'est pour la démonstration. Un mot de passe, essayez au minimum 8 caractères, des capitales, des chiffres, des caractères spéciaux. Ce qu'on appelle les caractères spéciaux, c'est l'arrobase, comme je vous ai montré, le et commercial, le tilt, des choses comme ça, hein, et des chiffres. Voilà, ça c'est un bon mot de passe. Déjà, c'est un bon mot de passe. Voilà. Si vous pouvez plus de 8 caractères, c'est bien. Vous avez des systèmes qui sont encore mieux, qu'on appelle les trousseaux de password. Mais là, c'est un peu autre chose. Vous pouvez carrément, il vous génère carrément le mot de passe. Et il peut vous générer un mot de passe de 50 caractères, de 100 caractères, de 200 caractères. Mais ça, c'est spécial. C'est-à-dire, vous mettez tous vos mots de passe dedans, mais tous les mots de passe, et vous avez un mot de passe qui, lui, va débloquer tous les autres mots de passe. Alors, c'est assez spécial, mais ça vous permet de vraiment, mais vraiment protéger votre machine. On fait continuer. Voilà, installation système. Sinon, on vous casse votre mot de passe. Aujourd'hui, vous savez, vous avez des systèmes. Vous voyez, installation du système. Voilà, ça se passe comme ça. Alors je ne sais pas, j'espère que ça rendra bien parce que du coup, j'ai plus trop la main là. Ça a dû. J'ai pas trop calculate Linux. Il y a des trucs qui vont pas sur calculate Linux. Alors ça, c'est le problème de Linux après. Il faut essayer de trouver quand même une distrib. C'est pour ça que je conseille Ubuntu parce que ça reste quand même des distributions qui ont fait leurs preuves. Après, vous avez aussi Manjaro qui est pas trop mal, mais il y a des bugs quelquefois qui sont embêtants par rapport à l'affichage. Et vous pouvez rien y faire. Là, je suis victime d'un bug d'affichage a priori. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû à la machine virtuelle, peut-être à la résolution. Mais du moment qu'on voit quelque chose, d'ailleurs, je pense que vous allez même le voir en très grand caractère. Vous voyez, on vous met en attendant, rapide et pleine de nouvelles fonctionnalités. La dernière version d'Ubuntu rend l'informatique plus facile, etc., etc. Vous avez des logiciels, comme j'ai compris, pour gérer vos comptes bancaires, par exemple, hein, ou vos comptes tout court. Vous avez le Snap Store. Là, vous allez trouver, il faut savoir que sur Ubuntu, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez à peu près environ 50 à 60 000 logiciels. Ça va, vous allez pouvoir faire vos courses, il n'y a pas de problème, selon ce que vous voulez faire. Mais sous Windows aussi, il faut savoir que vous avez aussi beaucoup de logiciels. Après, c'est la compatibilité. Pourquoi Microsoft? Parce que Microsoft, voilà, quelquefois, par exemple, si vous êtes un joueur, c'est vrai que c'est plus facile de jouer sur Microsoft, quoique maintenant. Par exemple, moi, j'utilise Steam, là qui est ici, d'ailleurs, je vais vous le montrer, en même temps qu'on installe.
Je ne sais pas s'il va le lancer. Voilà, je vais vous lancer Steam par exemple. Et Steam me permet de jouer. Alors, vous avez plein de possibilités avec Steam. Vous pouvez même acheter en direct vos jeux. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec Steam. Vous voyez, il va vous installer de la musique avec vous. Là, il vous met une petite truc en attendant que ça s'installe. Donc, je vous dis, l'installation, il faut compter entre... ça dépend de la machine, mais il faut compter entre... Ouais, on va dire entre 20 minutes, une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes. Ça dépend. Des fois plus. Voilà. Là, il me demande... J'espère qu'il va passer parce que j'ai tellement de mots de passe. Ah, c'est bon. Là, vous allez voir. Alors, c'est une petite entracte que je vous montre sur justement. Voilà. Ici, on met mon nom. Et voilà. Et ici, vous avez donc les jeux, ce que vous voulez, votre magasin, votre bibliothèque. Voilà. Ça se présente comme ça, Steam. Et vous avez plein de jeux. Hein. J'ai déjà des jeux sous Linux. Voilà. Et on peut se déconnecter. Voilà, par exemple. Mais vous pouvez aussi installer directement des jeux Linux. Hein. Je vous ai montré dans le store tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est Steam, vous voyez, donc on peut jouer, il n'y a pas de problème. Hein. Et vous pouvez jouer même avec des jeux Windows, justement. Maintenant, de plus en plus avec Steam, on peut émuler, justement, les jeux. J'ai essayé Doom, par exemple, ça a très bien marché. J'ai essayé des jeux comme ça, pas tous. Hein. Il y a des jeux qui ne passent pas, mais il y a des jeux qui passent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Linux, vous pouvez jouer sous beaucoup de jeux avec Windows. Même avec, je sais pas, moi, Warcraft, par exemple, je crois que vous pouvez jouer à Warcraft, à Go, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui s'appelle, je sais plus comment, Ghost Steamer. Scream Assassin, je crois qu'il passe aussi sous Linux, vous voyez, mais qui va émuler Windows. Donc c'est très bien fait. Voilà, profitez pleinement de vos photos. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour les photos. Vous avez GIMP, voilà, c'est impressionnant. Hein. Vous avez Chromium. Non, mais vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et en plus, vous vous protégez des virus. Alors, sachez quand même que sous Linux, il y a des personnes qui ont dit il y a des virus sous Linux. Alors, ça peut être possible, mais ce n'est pas le but, hein, parce que ce n'est pas le but de la communauté. Vous avez ce qu'on appelle, par contre, qui peut arriver, là, c'est du domaine un peu plus pointu, je dirais des hackers, c'est ce qu'on appelle les rootkits. Et les rootkits, évidemment, peuvent créer des problèmes sous un Linux. Mais comme votre partition, normalement, Home, elle est séparée de la partition racine, vous n'allez pas infecter vos fichiers. Les rootkits, c'est très rare quand même. Hein. C'est très très rare. Puis des fois, vous avez des messages d'erreur qui ne sont pas des rootkits en plus. Donc voilà, c'est quand même assez protégé par rapport à Microsoft, où là, vraiment, les virus, pour le coup, pilulent. Sous Apple, vous en avez pas. Enfin si, il y en a eu un, je crois, il n'y a pas très longtemps, il me semble, sous Apple. Alors Apple, normalement, est basé sous Unix, d'ailleurs, il faut le savoir. C'était Mac4, je crois, à l'époque, hein, Unix, qui est un autre système. Je vous montrerai un jour l'installation d'OpenBSD. Alors là, vous allez vous arracher les cheveux, par contre. Et je risque peut-être de m'arracher les cheveux. Mais c'est là, on va faire un truc très simple. C'est plutôt pour les débutants, pour que vous voyez à quoi ressemble Linux. Hein, voilà, d'accord. Voilà, il vérifie. Il faut le laisser faire son truc. Hein. Tout est automatisé. Hein. Ce sont des scripts. Hein. Quand on fait ça, en fait, vous avez plein de scripts qui sont faits en langage Python derrière, qui sont faits en C, etc. Donc, c'est surtout du Python en général. Et donc, il fait sa cuisine, on le laisse, vous voyez, configuration du matériel. Vous avez même la possibilité, je crois, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir quelque chose, mais vous voyez, on pourrait, là par contre je vais essayer de voir si je peux le monter, mais en dessous, vous voyez, là on ne peut pas parce que je suis embêté avec cette histoire de... Mais vous voyez tout ce qui se passe derrière, vous voyez, c'est des scripts, hein, on les voit, vous voyez, ça se lance comme ça, regardez, warning, etc. Alors ça c'est vraiment un langage, vous avez l'impression que c'est... des hiéroglyphes, hein, c'est vrai que c'est complexe. Hein. Un système informatique comme ça, c'est complexe, c'est très très complexe. Ce sont des millions de personnes qui travaillent sur un système comme ça. C'est pas une personne, hein, vous imaginez bien. Voilà. Même Windows, hein. Je crois que déjà Windows, ça représente, je crois, il me semble, 300 ou 700 millions de lignes de code. Rien que Microsoft. C'est énorme, c'est énorme. C'est des usines de programmeurs, si vous voulez. Voilà, vous avez des analystes programmeurs, il y en a un qui va s'occuper de l'interface graphique, l'autre il va s'occuper du son, l'autre il va s'occuper de l'ergonomie, l'autre il va s'occuper, chacun son travail, chacun son cahier des charges, et voilà. Alors ça c'est un monde un peu à part, le monde des développeurs. C'est un monde... J'ai fait un peu de développement en Python, c'est intéressant, mais ça prend beaucoup beaucoup de temps. Je vais m'y remettre d'ailleurs un peu, mais le problème c'est que je suis un peu dispersé, moi. C'est toujours compliqué avec moi. Parce que j'ai tellement de passion que, à un moment donné, je me lasse d'un truc. Je ne vais pas jusqu'au bout, quelquefois. Des fois, je vais jusqu'au bout. Et quand je vais jusqu'au bout, je peux vous dire que je vais jusqu'au bout. Mais sinon, voilà, quoi. C'est toujours un petit peu la TDAH qui est là. Et j'ai du mal avec ça, moi. C'est compliqué. Hein. Vous voyez bien, j'arrête pas de parler. Je suis une vraie pipelette. Vous voyez, on est bientôt à la fin. La barre avance bien, là.
Suppression, vous voyez, il supprime même tous les programmes qui ne servent plus à rien, les fontes. Ce qui est toujours très long d'ailleurs à installer, c'est les fontes. Ah, ça, les fontes, ça c'est vraiment... Pouh là là, les typologies des fontes, c'est très long à installer ça. Vous voyez, il vous dit aider assistance, la documentation officielle couvre la plupart des sujets principaux sur Ubuntu. Elle est disponible à la fois en ligne et via l'icône aide dans le lanceur que je vous ai montré tout à l'heure, sur les forums. Vous trouverez plein d'aides, hein. Vous avez des gens vachement sympas sur Ubuntu qui vous aideront si vous êtes débutant, justement, posez votre question, vous rencontrez par exemple un problème de driver avec une carte graphique, vous posez votre question, vous dites voilà, je ne comprends pas, j'ai des lignes noires, qu'est-ce que c'est, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème? Et normalement, si vous avez des gens sympas, mais bon, la communauté Ubuntu est assez sympa, c'est pas la meilleure, je vous le dis tout de suite, hein. Personnellement, c'est pas la meilleure, mais ça va, ils sont corrects. C'est une équipe locale, vous voyez. Et vous avez d'ailleurs, il faut savoir qu'Ubuntu, c'est la société Canonical, en réalité, parce qu'elle est un peu privée, cette société aussi. C'est ce que j'ai oublié de vous dire, parce que c'est un milliardaire qui s'appelait, qui était sud-africain, justement, un milliardaire qui s'appelle Mark, alors c'est Mark Schwanenberg, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de son nom, je sais que son prénom c'est Mark, et qui a eu l'idée de faire Ubuntu, qui est un nom africain, Ubuntu. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, Ubuntu, il faudrait demander à quelqu'un qui connaît un peu les différents dialectes africains, il vous dira à quoi correspond Ubuntu. Je crois que ça veut dire paix, avec soi, quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous avez vu des animaux un peu qui sont en Afrique, là, des espèces de... Hein. Dans l'assistance communautaire, vous avez une assistance même commerciale. Vous pouvez même acheter des serveurs hein, sur Ubuntu, ça va très loin si vous voulez faire du serveur. Alors là, du coup, le serveur, on évite les interfaces graphiques si c'est possible, hein, parce que sinon on prend des charges. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un serveur avec une interface graphique. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est de la pure informatique qui va demander quand même avoir fait des études en informatique. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Là, il nous demande de redémarrer. Alors, si on redémarre, on va peut-être avoir un petit problème. Il faudrait que je voie parce qu'il risque de me créer... Alors, attendez, je vais essayer de voir. Voilà, il me demande de remover la presse. Seulement, il risque de rebooter sûrement sur le live. Ça m'embête beaucoup. Non, c'est pas ce que je veux, donc je vais être obligé de quitter. Ne vous inquiétez pas, il vous demande de rebooter, mais en fait, il faut enlever tout simplement le CD parce qu'il reboot sur l'image ISO sinon. On va retourner dans ce cas-là dans la configuration et on va aller dans système et je vais tout simplement décocher le lecteur optique. Voilà, vous regarderez hein, de toute façon comment je fais. Ok, voilà. Et là, on peut relancer la machine. D'ailleurs, je crois que la machine n'était pas vraiment éteinte. Parce que là, il y a un problème, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, je vais relancer le démarrage pour voir. On va permuter. On verra bien ce que ça donne. Voilà, et voilà, quand on boot, voilà, on arrive sur un gestionnaire qu'on appelle Grub, qui est votre gestionnaire. Alors vous verrez, ça c'est un peu technique, parce que vous avez des options Ubuntu, vous allez sur Ubuntu, vous cliquez sur Ubuntu, et voilà, la machine est installée. En virtuel, bien sûr, hein, pas en réel sur la machine. Et voilà, votre machine, votre système va se mettre en route. On va tomber sur le login. Par contre, je vais changer ça, parce que ça commence sérieusement à m'énerver. C'est pas très propre, d'ailleurs, j'aime pas du tout ce truc-là, là. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Vous voyez, elle Didier. Ok, là, je vais, s'il veut bien me donner la main, mettre mon mot de passe qui était pour le coup très simple. Ici, vous avez donc, vous voyez, comme un gestionnaire, un peu comme Windows. Hein, vous arrivez, vous avez, on peut changer aussi l'icône qui est là. On pourra le personnaliser, vous verrez. Et donc, on arrive ici ensuite avec le mot de passe. On fait se connecter. Si on a un petit trou cranté, si on veut utiliser Wayland, je vous déconseille. Wayland, c'est le nouveau serveur graphique, mais c'est un peu spécial. Il n'est pas vraiment au point. Vous laissez par défaut se connecter. Et là, on va se connecter. Et voilà, on va arriver sur notre système fraîchement installé. Tout à l'heure, on était simplement sur un live. Et là, on l'a installé. Vous voyez, d'ailleurs, il ouvre par défaut ces choses-là. On fait passer, acheter un rapport. Donc, il y a des choses qui ont changé d'ailleurs. J'ai même pas vu. Non. Confidentialité. Alors, attendez. Précédent, parce que confidentialité. Non, non, c'était bien ça. Suivant. Ah oui, maintenant, il y a des paramétrages comme ça. Terminé. OK. Et voilà, votre système est installé. Évidemment, on va essayer de changer un peu l'affichage. Ça m'agace cet affichage-là, il est vraiment pas adapté. Ah, c'est 800 par 600, je comprends pas, il l'a pas gardé. Je vais essayer le 16 dixième pour voir, appliquer, on va voir ce que ça donne. Autorisation. Ah oui, c'est mieux quand même là, je pense. Hein. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça, c'est plus propre. Ça faisait déformé. Mais au moins, bon, si c'était déformé, vous allez bien voir la vidéo. Comme ça, vous la voyez vraiment en gros. Excusez-moi.
Et voilà, et vous voyez, on retrouve donc notre système, Didier. Hein, vous avez vu le créateur, enfin, voilà le nom que j'ai donné à mon utilisateur, et c'est bien Didier. Voilà, on peut aller dessus. Voilà, exactement. Paf. Voilà. Et on a notre dossier, etc. Vous voyez, d'ailleurs, il nous a trouvé des mises à jour. Voilà, hop, on peut aller donc les installer. Vous voyez, il nous le précise. Des mises à jour sont apparues, évidemment, parce que comme l'image ISO que j'ai récupérée, je l'ai récupérée, si vous voulez, un instant T. Mais entre-temps, il y a eu des mises à jour, d'accord? Voilà. Donc, détail des mises à jour. Voilà. Ici, c'est ça. Vous voyez, on a tout le détail qui vous dit sur les mises à jour. On referme tout ça. Vous faites installer maintenant. Vous pouvez le faire plus tard, si vous voulez. Voilà. Et on installe les mises à jour. Comme ça, on a une machine qui est nickel. J'aurais bien voulu installer les invites du coup. Voilà, et la mise à jour s'installe. Voilà, donc on a fait le tour. Elle est ici d'ailleurs, je crois. Voilà, vous voyez, c'est en progression. Alors, vous voyez, on peut mettre en détail justement. Là, on voit ce qui télécharge, des librairies par exemple, des fichiers. Il va installer la libmatch 1 par exemple, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez pu voir à quoi ressemble Ubuntu. Linux en particulier, mais Ubuntu, j'ai bien précisé. Parce qu'après, vous voyez, vous avez juste derrière, d'ailleurs, vous avez par exemple une Fedora, qui est une autre distribution avec un autre style, qui est différent, qui ne gère pas les paquets pareils. On reviendra là-dessus éventuellement. Après, je vous expliquerai un peu qu'est-ce que c'est qu'un système, peut-être Unix, comment ça fonctionne, etc. C'était simplement pour vous montrer qu'il y a bien une interface graphique sous Linux. Ne vous inquiétez pas. Vous faites comme s'il n'y avait pas de ligne de commande. Vous n'avez rien vu là, vous voyez, je vous ai même mis détail parce que ça va vous perturber. Vous mettez ça et il installe. Voilà. C'est tout. Et vous avez une machine qui est à jour. Il faut savoir que les mises à jour sur Linux sont régulières. Vous n'attendez pas, comme Microsoft, des mises à jour tous les mois, avec des problèmes de sécurité énormes. Là, vous avez tout de suite, hein, dès qu'il y a un problème, vous avez la communauté qui est très réactive et qui va tout de suite faire les patchs, les mises à jour de sécurité. Ça, c'est très bien. C'est ça qui est très bien dans la communauté, justement, Linux, c'est que tout est réactif. Tout est réactif, du coup. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va laisser quand même l'installation de la mise à jour à faire. Je vais rester un peu avec vous. Et après, voilà, vous avez un système qui est opérationnel. Vous pouvez aller sur Internet. Vous pouvez utiliser votre messagerie. Vous pouvez écouter votre musique. Alors après, ben, chaque logiciel a son utilisation. Je ne vais pas vous faire un cours sur les logiciels en utilisation. Pareil, hein, vous avez plein de tutos. Hein, vous allez sur Internet, vous trouverez plein de tutos. Même moi, hein, je m'appuie sur les tutos. Je ne peux pas tout savoir, tout connaître. Ce n'est pas possible. Linux, c'est tellement vaste. Hein, c'est un monde vraiment vaste. Hein, c'est le monde du serveur. C'est le monde du workstation. C'est le monde du cloud. C'est le monde du développement. Vous avez énormément. Vous avez le monde des API. C'est énorme. C'est énorme. Faut savoir que l'informatique, c'est comme la médecine. Vous avez plein de spécialisations. Vous voyez, il nous demande de redémarrer. On fera ultérieurement, ça ne sert à rien. Je voulais simplement vous laisser sur cette belle photo. On peut changer le fond d'écran si ça ne plaît pas. Et voilà. Et comme un système. Après, je vous ai dit, hein, vous allez dans l'aide. Hein, comme vous savez, vous avez même l'aide ici, carrément. Hein. Voilà. Alors, vous êtes nouveau dans GNOME, par exemple. Apprenez à vous déplacer. Vous allez hop, vous lancez ça. Et voilà. Et vous avez même des petites vidéos. Lancer des applications, naviguer entre les tâches. Utilisation des fenêtres espaces de travail. Parce que, en fait, vous avez des espaces de travail. Par exemple, là, du coup, je ne sais pas où sont les espaces de travail. Je ne les vois pas. Mais en fait, ici, par exemple, vous voyez, si je me mets sur ma machine, vous voyez, j'ai des espaces de travail différents. Regardez là, là, et hop, normalement, non, il passe pas. Normalement, c'est celui-là, pardon. Voilà, là, il y a 4 bureaux virtuels, si vous voulez. Mais vous pouvez en mettre 6, 8, 10, 12, 15, 20 bureaux virtuels. Hein, on peut en avoir toute la ligne, là. Donc, c'est une machine vraiment virtuelle. Voilà, enfin... Voilà. Vous avez par exemple la possibilité de dire tiens, j'ai par exemple, vous voyez, imaginons ici, j'ai ma machine virtuelle, mais je veux revenir sur ma machine et lancer, je sais pas moi, du coup, ah oui, si je vous lance 3D chess, je vais vous lancer quelque chose de plus simple. Je vous dis tiens, je vais lancer un jeu sur cette session-là, je vais utiliser, qu'est-ce que je pourrais lancer? Frozen Bubble, voilà le petit Frozen Bubble, qui ne le connaît pas Frozen Bubble, voilà, hop, et on peut jouer à Frozen Bubble, voilà, hop, comme si de rien n'était, voilà, etc. Et ensuite on peut, soit par un raccourci clavier, vous voyez, revenir à l'autre bureau, et puis ici, hop, je peux remettre quelque chose, c'est très pratique, hein, ça vous évite d'avoir plein de choses sur le bureau.
Voilà, on va fermer parce que ça fait du bruit, ça m'agace. Je commence à... Voilà. Et voilà, vous avez donc par exemple les bureaux virtuels. Mais ça, je vous expliquerai éventuellement plus tard. Bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer sur des bureaux virtuels, hein. Voilà, vous avez donc, on a fait le tour hein, d'une installation simple. J'espère que j'ai été clair. Vous pouvez revisionner la vidéo. Vous pouvez aller sur des sites internet qui vous expliqueront encore mieux. Vous avez Adrien D, vous avez Actualia. Je vais vous mettre ces liens éventuellement. Je vous remettrai les liens d'Ubuntu, les liens de VirtualBox qui est un logiciel, je rappelle, que vous pouvez utiliser aussi sous Windows. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez Windows par exemple, bah, vous pouvez tester Linux sans l'installer. Voyez, ou vous allez l'installer dans une machine virtuelle comme on vient de le faire. Comme ça, vous ne cassez pas votre Windows, d'accord? C'est ça qui est important. Comme ça, votre Windows est fonctionnel et vous pouvez vous amuser. Par exemple, tiens, bah, je vais lancer ma machine VirtualBox et puis je vais lancer, tiens, Ubuntu. Et puis si vous avez de la place sur votre disque, bah, vous testez une autre distribution, par exemple Fedora, ou vous pouvez utiliser un Unix, par exemple OpenBSD, FreeBSD. Alors là, c'est un peu plus pointu par contre, mais c'est intéressant aussi. C'est un autre monde, c'est un autre univers. Vous pouvez émuler des Amiga aussi, éventuellement, si vous avez les possibilités d'émuler des Amiga. Voilà. Amiga, j'y reviendrai peut-être un jour quand j'en aurai un, j'espère. Alors là, parce que du coup, Amiga, c'est un autre monde. Ça n'a plus rien à voir avec l'informatique PC. Il faut oublier le PC sur un Amiga. C'est tout simplement génial. Voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont été intéressés. Bien sûr, je sais que c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec tous les autres sujets que je fais, mais j'aime bien un petit peu varier et puis ça permet aussi à des personnes de découvrir Linux, pourquoi pas, et vous montrer qu'il n'existe pas que Windows 10 ou Windows 7. Qui effectivement, beaucoup de joueurs, beaucoup de gens me diront oui, mais quand même Windows, on peut faire beaucoup de choses. Alors il y a la guerre entre les Linuxiens et les Windowsiens. On n'est pas là pour rentrer en guerre, on est là pour être complémentaires. Il faut savoir, je vous donne pour information, que Windows 10 a adopté Ubuntu, plus ou moins. Ils commencent à mettre du code Linux en machine, donc ça m'embête un petit peu parce que du coup, eux, ce sont, si vous voulez, c'est toujours pareil, hein, ce sont des grandes multinationales. Quand vous avez un Windows, vous n'avez pas accès au code. Avec Linux, vous avez accès à tout le code. Ça veut dire que vous pouvez reprogrammer votre Linux et vous le redistribuez par exemple sur ce qu'on appelle un GitHub. Et le GitHub, si vous êtes développeur, bah vous dites voilà, j'ai modifié par exemple, imaginons qu'on a, je ne sais pas, je vous fais un exemple, je ne sais pas si c'est le bon exemple, on va utiliser Rinbox. Voilà, je lance Rinbox. Et je vous donne un exemple bateau. Ici par exemple, vous dites, bah oui, mais j'aimerais bien, je ne sais pas moi, rajouter LibreFM, j'aimerais bien mettre, je ne sais pas... Radio libre par exemple, tout bête, un truc, une mention radio libre ici. Et bien vous avez le code source, vous développez, vous modifiez votre code source, vous recompilez, si c'est un logiciel, si c'est un programme, un langage de compilation, on est bien d'accord. Et après vous mettez votre source, vous mettez vos sources dans le GitHub, vous créez votre GitHub. Ça je m'adresse aux développeurs, on est bien d'accord. Faut faire de la programmation. Et puis après, ben c'est accepté par la communauté, on vérifie que votre code n'est pas vérolé, etc. Et c'est remis en libre, en circulation. Et dans la nouvelle version, bah, on verra votre modification. Par exemple, radio libre. Ah, voilà, c'est un exemple. Bon, il y avait radio, je ne sais pas si c'était le bon exemple, mais bon, on pourrait modifier des menus. Avec catégorie, on pourrait rajouter, vous voyez, par exemple, dans GNOME, on pourrait rajouter, je ne sais pas, filtre ici. Voilà, filtre morceau, par exemple. Vous voyez, mais ça, il faut, pour mettre ce petit onglet ici, il faut le reprogrammer. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors évidemment, c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Voilà, donc pour éteindre, ça c'était pour l'aide, hein, vous voyez, aide ici, vous avez vous allez, je vous mettrai de toute façon le lien de Ubuntu, c'est vraiment pas compliqué. Pour éteindre, c'est simple, vous avez ici un petit truc, vous faites comme ça, vous faites éteindre, vous avez même la possibilité de mettre des icônes, je crois. Et voilà, vous voyez, c'est éteint d'ailleurs, hop, ça a été rapide, hein. Alors j'ai d'autres distributions, j'ai par exemple une Fedora 3.1 serveur, la Manjaro 18.1. Par contre, le Manjaro, je ne sais même pas si j'ai le mot de passe, je ne m'en rappelle plus. Du coup, je ne sais pas, je peux vous montrer vite fait, mais je ne me rappelle plus. Parce que j'ai tellement de trucs, peut-être j'ai pas le mot de passe, hein, je vous dis tout de suite. Sur la Manjaro, vous allez voir Manjaro qui est autre chose, c'est une autre distribution qui s'appelle VirtualBox, hein, il précise bien hein, que vous êtes dans une machine virtuelle, vous n'êtes pas dans votre machine réelle. Si, vous êtes dans machine réelle, mais vous utilisez voilà, VirtualBox. Oh là là, en plus, ça risque de prendre du temps. Là. Ah, non, c'est bon, c'est passé. Vous allez voir, vous voyez, c'est différent. Voilà, par exemple, ça, c'est effectivement... Alors, je crois, le mot de passe. Ah, là, le mot de passe, je ne me souviens plus, je crois. Ah, il me semble que si. Je crois que c'est ça. Il me semble. Non, vous voyez, c'est pas ça du tout. Ça y est, je me suis planté avec mes mots de passe, mais bon. Je vais essayer de le trouver. Ça n'a pas l'air d'être ça non plus, décidément.
Bon, bah, je crois que... Ah bah, CD, tout simplement. Ouais, bon, voilà. Bon, évidemment, vous voyez, il n'y a pas encore les systèmes qui seraient installés. Ça prendrait tout l'écran, en fait. Mais vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai pas... Alors, à moins que j'arrive à... Là, du coup, je sais pas trop comment on fait pour... ça m'agace, ces pubs, là. Menu, icône. Vous voyez, c'est différent. C'est en black, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Vous allez, par exemple, dans le menu... Mais j'essaye de trouver, parce que je connais pas trop... Propriété. Non, c'est pas ça. Je sais qu'on peut modifier. Voilà. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de paramètres. Vous voyez, ça se présente différemment. Vous voyez, il met même des mises à jour. Manjaro qui est sympa aussi. Hein. C'est une distribution très sympa, Manjaro. Du moins, là, ça se passe sur... c'est autre chose. Donc, matériel, si on fait affichage. Est-ce que je peux mettre en plus grand 1400 par... 1600 par 1200 par exemple, on va appliquer. Est-ce que ça change? Ah, vous voyez, là c'est un peu mieux. Bon, voilà. Bon après, c'est à voir. Hein. Parce que le problème c'est que je peux plus accéder vraiment. Bon, c'est pas grave, on l'éteint comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Vous avez pareil, hein, vous avez un gestionnaire répertoire, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est une autre distribution, ouais, par exemple. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter avec tout ça. Je vais fermer ça. Je vais éteindre le système. Vous voyez, éteindre la machine. C'est comme si on était avec un ordinateur réel, sauf qu'on est dans une machine virtuelle. Hein, gestionnaire de machine, je le précise. Fichier quitter. Et voilà, je quitte mon logiciel. Vous revenez sur ma vraie machine, pour le coup, qui est une calculette Linux, voilà, que j'ai installée il n'y a pas longtemps. On a OBS qui est ici. Hop, alors OBS, est-ce que je vais pouvoir le récupérer là, normalement? Oui. Non. Je vais t'embêter si je peux pas récupérer OBS, ça va être compliqué. Voilà, ça je vous rappelle, c'était donc les sites. Voilà, on va arrêter l'enregistrement. Je vous dis à plus tard et je vous souhaite une bonne soirée parce que je crois que maintenant ça a bien été entamé. Voilà, on va